on parle beaucoup de la Syrie. La Syrie, c'est une catastrophe. C'est des millions de gens déplacés, exilés, peut-être des centaines de milliers de morts, des horreurs, et qui se passent pas si loin de nous. Et là, il est question que la Russie, le Bachar el-Assad et l'Iran se jettent sur le dernier bastion rebelle, où il y a 4 millions de personnes qui commencent déjà à recevoir des bombes dans les maisons. Ça veut dire qu'ils ne font pas le détail. Ils ne vont pas aller les chercher, les soldats rebelles, qui d'ailleurs se trouvent aussi être des terroristes. C'est des gens d'Al-Qaïda, ceux qui ont fait le 11 septembre. Donc, dans le mélange infâme de tous les camps, et c'est difficile de s'y reconnaître. Mais ce qui est sûr, c'est que là, les Occidentaux, ils vont rien faire. Et donc on va déplorer et on va attendre que tous ces gens soient vraiment écrasés, avec beaucoup de massacres. On ira réparer, faire des conférences pour reconstruire, etc. Or, ce type de lâcheté, où des États qui pourraient se réunir, décider quelque chose, mettre la pression, des ultimatums, etc. Et Obama l'avait fait, d'ailleurs, en son temps, il avait dit, s'il utilise des armes chimiques, c'est la ligne rouge, on débarque. Et il a utilisé les armes chimiques contre la population, et Obama a dit, non, on remet à plus tard. Ça veut dire dégonflable. Alors, moi je trouve que c'est intéressant parce que cette lâcheté qui consiste finalement à lâcher la partie, parce que être lâche, c'est lâcher là où il faut tenir, et parfois d'ailleurs c'est tenir là où il faudrait lâcher. Mais en tout cas pour l'instant, c'est on lâche le morceau, voilà, oui, on n'y peut rien. Et moi ça rejoint pour moi une scène qui pour moi est décisive, et peut-être qu'elle m'a marqué, et c'est pendant la guerre, on vient arrêter des gens pour les déporter parce qu'ils sont juifs, et les autres voudraient bien faire quelque chose, et puis voilà, ça comporte des risques. Alors il y en a qui font très peu, mais en général on ne fait rien, et on laisse. Et ça se joue à des gestes concrets. On est dans un wagon du RER, et il y a 3 jeunes, comme ça, qui s'en prennent à une fille, et soit une musulmane pour la traiter de pute parce qu'elle n'est pas aussi couverte qu'ils le veulent, soit une pas musulmane, mais ils la draguent de façon poussée, voilà, la harcèlent, voilà. Et ils peuvent même la toucher, en venir et passer à l'acte, et là, personne ne bouge. Et donc le courage, c'est d'être le premier à bouger quand c'est hyper dangereux, sachant que si il y a un premier qui bouge, les autres bougeront. Les autres suivront. Mais ils ne prendront pas l'initiative de bouger. Donc il y a le premier geste courageux qui dit non à la lâcheté globale. C'est pas toujours faisable. Mettez-vous à la place d'un voyageur, il est là, il va aller au boulot, il lit son journal, il va se lever, s'en prendre à 3 jeunes, se faire casser la gueule. C'est pas évident. Donc, ça implique, voilà, il y a un moment de grâce ou de malédiction où peut-être 3 ou 4 en même temps connaîtront cette révolte intérieure. Et dans ce cas, ça ne demandera pas beaucoup de courage. S'il y a 3 ou 4 qui se lèvent, c'est gagné. Les autres, ils sont lâches aussi. Ils prennent la fuite. Vous comprenez ? Donc, il y a un moment où il faut rompre avec ce qu'on appelle la pulsion de mort, c'est-à-dire la pulsion qui veut surtout
conserver les choses en l'état. Voilà, statu quo. La pulsion de mort, elle veut le statu quo, alors que le statu quo est insupportable, est une insulte à l'humain. Et donc, il n'y a pas de mode d'emploi, on ne va pas dire aux gens, bon, alors quand il y a quelque chose, portez-vous le premier, c'est pas vrai. Mais il faut être sensible à la possibilité de cet instant, et peut-être que si on y est sensible, on va se regarder à 3 ou 4, on va se reconnaître et on se lève. Et il y a une scène, moi, qui m'a touché. Ça ne demande pas d'être... Bien sûr, si on est seul à se lever, c'est être héroïque et peut-être aller vraiment au casse-pipe. Et si l'idée plane qu'il faudrait se lever, elle l'a déjà contaminé certains, qui potentiellement sont partants. Et dans ce cas, ce n'est pas de l'héroïsme, c'est l'affirmation de la dignité. Et s'agissant d'héroïsme, j'ai souvent repensé à cette scène du 11 septembre, dans le 4e avion. Vous savez qu'il y avait 3 avions déjà, 2 qui ont détruit les Twin Towers, un qui est tombé sur le Pentagone, et il y avait un 4e avion, on ne sait pas où il devait se scratcher, mais les passagers savaient que les 3 premiers avions avaient été détournés. Donc ils savaient qu'ils étaient morts. Et ce que j'ai trouvé fantastique, c'est qu'il y a eu un combat dans cet avion. Donc des gens, se sachant morts, ont pris le courage de risquer leur vie. Et donc j'ai pensé à ces passagers qui se savaient morts, n'avaient aucun espoir d'être sauvés, et c'est du fond de cette perte de vie et de cette perte d'espoir qu'ils ont exprimé un sursaut et qu'ils se sont battus pour empêcher les autres d'aller s'écraser sur des régions habitées et de faire des dégâts. J'ai trouvé que ça, c'était héroïque. C'est-à-dire donner ce qu'on n'a pas, parce qu'ils n'ont plus rien. C'est une forme d'amour. C'est-à-dire donner une idée, l'idée du sursaut, sachant qu'on ne va rien y gagner, que d'autres y gagneront. C'est un don qu'on fait, mais pas à des gens particuliers, puisqu'on ne les connaît même pas. Les gens qui ont pu être sauvés, on ne les connaît pas, mais on fait un don à l'humanité.